Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture du Palais de la fatigue de Michael Delisle. Michael Delisle était mon collègue quand j'enseignais dans le réseau collégial à Montréal. Une collègue m'a prêté quelques-uns de ses livres. Dans une suite, j'ai lu son recueil de poésie Fontainebleau, Le sort de fille, je crois un autre roman, et quand c'est paru, Le feu de mon père. Quand je suis passé la dernière fois à Montréal, une amie, pour me faire un beau petit plaisir, a demandé à Michael de me signer un exemplaire de son Palais de la fatigue, publié en 2017 chez Boréal. Et puis je viens de le lire avec délice. Michael Delisle est né en 1959. Il a grandi à ce qui s'appelait alors Ville-Jacques-Cartier, qui s'appelle aujourd'hui Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Depuis 1984, il a publié 9 recueils de poésie, dont en 1987 Fontainebleau, qui lui a valu le prix Émile Léligan. Wikipédia classe comme roman et récit 5 de ses œuvres, dont Tiroir numéro 24, qui était finaliste au prix littéraire des collégiens en 2010, et dont Le feu de mon père, un récit autobiographique superbe sur le rapport au père, un rapport très, très trouble. Grand prix du livre de Montréal en 2014. 3 de ses œuvres sont classées dans les nouvelles, dont Le sort de fille, qui en 2005 a gagné le prix Adrienne Choquette. Mais c'est pas parce qu'il a gagné des prix que je lis du Michael Delisle, c'est parce que j'aime beaucoup son style. Le Palais de la fatigue, qu'est-ce que c'est? C'est 6 nouvelles. S'il n'était pas écrit nouvelle ici, je me serais très bien demandé si c'était pas un roman. Pourquoi? D'abord, c'est toujours un narrateur-je et on sent vraiment que c'est le même narrateur à travers tous les textes. Non seulement on a toujours le même narrateur-je, mais il y a plusieurs personnages qui reviennent d'une nouvelle à l'autre. Le personnage de son ami photographe Jog revient dans 2 ou 3 textes. Le personnage de son frère est très, très important. Quand il représente le personnage dans un nouveau texte, il évoque des choses qui se sont passées dans une nouvelle précédente. Il y a l'histoire, par exemple, de la toute première nouvelle qui s'appelle L'ours noir. Les 2 garçons ont eu pendant quelques jours un ours noir blessé dans leur garage. Eh bien, 4 nouvelles plus tard, le narrateur, maintenant adulte, va à la pêche avec son frère et le fils de ce dernier. Et autour du feu, il raconte que lorsqu'ils étaient enfants, ils ont eu un ours noir à la maison. Donc, est-ce qu'on est dans 2 nouvelles distinctes ou est-ce qu'on est dans un récit continu? Et dans la toute dernière nouvelle, même si la nouvelle ne porte pas sur son frère et son neveu, ben le narrateur parle d'eux pendant une phrase ou 2 pour dire où ils sont rendus dans leur vie. Donc, c'est comme si c'était pour clore un roman où il est quand même nécessaire ou souhaitable de dire est-ce que les personnages secondaires sont devenus. On se demande même, est-ce qu'on est dans une fiction ou est-ce qu'on est dans un récit biographique? Des fois, je me suis dit, oh, c'est quand même un roman. Non, c'est des nouvelles. Est-ce que c'est volontaire de la part de l'auteur de jouer justement sur la confusion entre récit biographique et fiction, entre nouvelles et romans, ou est-ce que plutôt, c'est ce vers quoi je tends, ou est-ce que plutôt il s'en fout, il écrit ce qu'il a à écrire, ce qui sort, travaille son texte qui est très travaillé, qui est de toute beauté, sans véritablement se casser la tête avec des questions de genre. Le Palais de la fatigue, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un point d'acupuncture. Dans la nouvelle centrale, il y a sa meilleure amie qui apprend l'acupuncture et un soir, ils s'enivrent tous les 2, ils se saoulent et elle lui montre certains points d'acupuncture. « Tu vois, le foie passe ici », a-t-elle dit en faisant glisser son doigt le long de mon avant-bras. J'ai ri franchement. Je lui ai tendu ma main droite. « Et ça, qu'est-ce que c'est? Mes poumons? » Elle a pris ma main comme pour en lire les lignes et elle a cherché à se souvenir. « Lao Gong, je pense. » Oui, j'en suis sûr, c'est Lao Gong, le palais de la fatigue. L'image m'a rendu solennel. Puis, d'un geste soudain, Joanne s'est versé le fond de la bouteille et s'est insurgée contre le refus du ministère de la Santé de reconnaître à l'acupuncture le statut de médecine. Au mieux, ils pensent que l'aiguille stimule le système immunitaire à cause du risque d'infection. L'institution est arriérée. Pour eux, on est des sorcières. Il faut haïr la conformité, ai-je murmuré comme une inspiration subite. Elle m'a regardé comme si elle trouvait que j'allais dans le sens inverse. Ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, mais, le rosé achevé, elle a mollement approuvé l'idée. Nous commencions à nous assoupir quand j'ai dit « J'aime ce qui reste suspendu dans son commencement, ce qui flotte et ne finit jamais. » J'aime beaucoup ce passage, parce qu'on explique le titre au sens strict, mais il aime ce qui reste suspendu dans son commencement, ce qui flotte et ne finit jamais. Et il y a quelque chose de ça dans ces nouvelles-là. Ce sont des nouvelles à la fin ouvertes. On pourrait toutes les voir comme des espèces de commencements. Un texte de la presse disait « Retrouver Michael Delisle, c'est retrouver l'art de l'ellipse ». J'ai trouvé que c'était une image intéressante. Bon, il y a des ellipses entre chacune des nouvelles. Il y a plusieurs années qui passent sans que ça soit dit exactement combien. Il y a des ellipses
l'ellipse dans les récits en tant que tel. Ici, on l'a, ce n'était pas ce qu'il voulait dire, mais le rosé achevé. Donc, oups, on pense, la bouteille est passée à un autre stade. Le récit coule avec ces ellipses-là. Et bon, parfois des ellipses aussi dans la phrase, mais... Et là, je vais étirer un peu trop le concept d'ellipse. Mais des fois, j'ai l'impression un peu que les fins des nouvelles, c'est comme des ellipses pas encore terminées, qu'on va peut-être reprendre dans une autre œuvre plus tard, peut-être dans une autre nouvelle. Et c'est justement cette idée du suspendu dans son commencement, qui est très, très belle ici. Mais le palais de la fatigue, c'est aussi autre chose sur le plan thématique. Il y a souvent une espèce de petite lassitude dans le texte. Pas une grosse fatigue lourde et déprimante, on sent pas que l'auteur est fatigué d'écrire, mais une petite fatigue lasse dans la relation entre les deux frères, après plusieurs années de vie de couple avec son premier chum. Une fatigue de l'ami photographe qui, après avoir mis plusieurs années à trouver son style précis, pour éviter d'avoir à se répéter comme photographe, abandonne complètement la photo. Et ça a une grosse résonance chez le personnage narrateur et chez l'auteur. Et cette fatigue de l'œuvre à faire, ça m'a fait penser à des conversations que j'ai eues avec un de mes amis peintres. Et là, on a un autre vraiment très beau passage qui donne une idée des thèmes, du style et du ton. Le narrateur aide son ami Jog à faire des boîtes parce que Jog a besoin d'air frais, il a besoin d'espace. Son appartement est tout encombré de négatifs et de photos, alors il fait un ménage. Inévitablement, je lui demande s'il lui arrive encore d'avoir des idées de photos. J'apprécie sa patience. Mon insistance m'aurait exaspéré depuis longtemps. Il dit non. Depuis le début, ces images oscillent entre l'apparition et la disparition, et c'est devenu insoutenable. L'aiguille a basculé. Ça aurait pu être du côté de l'image nette, du portrait clair, mais non. C'est le néant qui l'a emporté. Je sais que tout a une fin, mais j'accepte mal son absence de révolte. Au fond, c'est ce qui me met hors de moi. Il ne veut plus se battre. Ma réaction l'amuse. D'après lui, je fais de la projection totale. Il a un peu raison. J'avoue que j'ai de mon côté de moins en moins d'idées pour écrire. J'ai fini un poème de peine et de misère. Je me sens à la fois essoufflé et pressé. Vieux est le mot que j'évite. Je me sens trop âgé pour les ivresses de l'inspiration. Je n'ai plus le métabolisme qu'il faut pour carburer à ça. Je devrais me mettre aux antidépresseurs et faire des livres pour enfants, comme tout le monde. Et oui, Jog, j'ai peur d'être rendu, moi aussi, au terme de mon œuvre. Si seulement je pouvais mettre le doigt sur ce qui m'a amené là. C'est aussi ce qui me dérange chez lui. La fin de son œuvre ne semble pas avoir de récit. La fin arrive comme un accident et non comme un dénouement. Comment ferait-il pour raconter sa décision? Et là, je pourrais continuer juste parce que c'est beau et j'aime comme ça sonne et comment ça résonne. Mais vous avez compris un peu, la fatigue est encore là ici, mais en même temps, il y a le même thème que tout à l'heure avec que j'aime les commencements et justement le problème de trouver un dénouement à une œuvre au complet. Belle préoccupation. Je me suis posé la question en lisant comment qualifier le style de Michael Delisle. Et le mot qui m'est venu pour le décrire, c'est le mot délicat. Pas délicat comme quelque chose de fragile qu'on ne peut pas souffler dessus parce que ça va tomber et s'effondrer. Au contraire, c'est très solide. Mais délicat comme une fine dentelle, comme un travail ciselé d'orfèvre, si beau à regarder, si beau à lire, à entendre résonner. C'est une œuvre importante. Un ami écrivain a dit considérer que Michael Delisle est une des voix littéraires les plus importantes en ce moment au Québec, une des voix les plus singulières et originales de sa génération. Sans avoir tout lu ce qui s'écrit et ce qui se produit en ce moment, j'ai tendance à être plutôt d'accord. C'était mes impressions de lecture du Palais de la fatigue de Michael Delisle. Aimez, commentez, partagez et bonne lecture.